Merci beaucoup, Vincent, qui nous rappelle justement l'importance de trouver du plaisir dans le travail et aussi pour ce bel exemple quand même de partenariat entre deux structures euh, avec les beaux résultats que ça peut montrer et puis aussi bien illustrer la nécessité de mise en place aussi de cet appui territorial. Alors, juste après, on va laisser la parole à l'équipe du territoire 4 et principalement donc avec Alexandre Hervé du Pénouat sur l'illustration par le retour d'expérience pardon, de la mise en place des réunions de concertation pluridisciplinaires en soins palliatifs. Donc, vous avez la parole. On ne vous entend pas, mais peut-être le temps que votre micro s'active. On rappelle, merci pour ce dur exercice de respect du temps de parole. Alors, Alexandre, si tu peux appuyer sur le bouton microphone pour réactiver le micro, a priori, c'est ça qui pose souci. Voilà, sinon on va faire comme au football, on va décompter les arrêts de jeu. Il a le droit, il est autorisé. Peut-être même chose le temps que c'est bon. Qui réessaye. Si tu peux réessayer ça, Alexandre, donc de Bon, non, réactiver le micro. bonjour. Super, merci. Donc, je vais vous présenter l'activité de RCP de notre territoire, le territoire 4, donc le bassin vannetais. Donc, on a une RCP qui a lieu tous les jeudis matins à 9 h, qui rassemble la quasi-totalité des acteurs de soins palliatifs de notre territoire. Les points positifs, c'est que c'est une RCP qui est accessible à tout soignant, notamment tout médecin, que ce soit en libéral comme en hospitalier, que ça permet une réflexion pluridisciplinaire et aussi une concertation territoriale. Voilà, donc il y a les LISP, les HAD, les médecins d'unité de soins palliatifs, et puis éventuellement d'autres spécialistes, notamment l'équipe mobile de gériatrie. Ça permet aussi une bonne interconnaissance des acteurs, donc ça facilite nos discussions aussi dans notre travail ensuite. Les difficultés qu'on a, c'est que régulièrement les RCP sont annulés. Donc l'année passée, environ 10 RCP ont été annulés par le fait qu'il n'y avait pas de présentation de dossier. Alors ça correspond à peu près à une RCP sur 3 ou une RCP sur 2 qui est annulée parce qu'on ne fait pas de RCP pendant les congés. Il y a peu de participation des libéraux, et puis il y a certains acteurs de soins palliatifs du territoire qui ne participent pas à la RCP. Voilà, une autre difficulté que nous avons, c'est que nous n'avons pas de temps d'assistante sociale de fléché sur la RCP, et ça pourrait être quelque chose d'intéressant à mettre en place. Cette RCP nous permet aussi, quand il n'y a pas de séance de présentation de dossier, de faire des réunions de travail territoriales. On a pu réfléchir aux pratiques sédatives, au parcours des patients, aux directives anticipées, enfin à plein de choses. On peut développer la visio aussi sur cette RCP, et on a développé aussi des liens avec notamment les autres filières, et notamment la filière gériatrique et l'équipe mobile de gériatrie qui se joint régulièrement à nos RCP. Les points de vigilance que nous avons, c'est que on a des ressources humaines limitées, donc libérer du temps de médecins d'une unité de soins palliatifs, c'est pas forcément évident. On n'a qu'une seule USP et on a 1,6 équivalent temps plein en USP, donc c'est vraiment une grosse mobilisation du temps médical pour ce temps de RCP. Pareil pour les soignants, notamment les soignants des services de l'ISP. On n'a pas de temps de secrétariat pour organiser la RCP, donc c'est le service de l'équipe mobile qui délègue du temps de secrétariat pour convier les différents acteurs, envoyer les inscriptions. Et puis, il n'y a pas d'indemnisation des libéraux s'ils veulent participer. Donc,
ça les incite pas forcément à libérer du temps, surtout que c'est le matin et c'est souvent là où ils font des consultations et pas des visites à domicile. Voilà, et qu'il faut relancer fréquemment les acteurs pour leur demander est-ce qu'ils ont des dossiers à présenter, etc. Parce que c'est pas toujours automatique. Voilà, j'insiste juste sur le fait que ça nous a permis de bien nous connaître, de travailler ensemble, de se faire confiance, et du coup ça nous aide aussi là sur nos travaux de filière pour aborder nos projets ensemble. Merci. Merci beaucoup, Alexandre, aussi pour ce partage de réalité, en nous rappelant aussi ce point de vigilance de faire en sorte de réduire justement cet écart entre l'objectif annoncé, notamment dans le texte d'origine, et puis cette réalité de terrain, et puis en donnant aussi ce message au passage pour tous les acteurs de saisir l'opportunité des RCP, quelle que soit leur forme actuelle, et peut-être dans une forme peut-être plus homogène par la suite, mais en tout cas de saisir l'opportunité de ces RCP qui délient beaucoup de situations. J'ai Donc oublié encore merci. Juste après. Oui, vas-y. Une autre difficulté qu'on n'a pas notée, c'est qu'on aimerait bien que les DAC soient présentes sur notre RCP. Elles l'étaient il y a quelques années. Et là, ce n'est plus le cas. Et du coup, le lien avec le monde libéral devient un peu plus difficile. Eh bien, comme son micro, merci beaucoup pour ce message. Et comme son micro n'est pas activé, on peut se permettre de répondre à sa place, on le sait. Jean-François Conrad a forcément très très bien entendu le message et il y répondra avec plaisir. Merci beaucoup. Juste maintenant, donc, la parole est donnée sur la question de l'accès aux bénévoles d'accompagnement à Anne Giquel, qui représente l'association Jalmalve. Et le temps que Anne active son micro, rappeler aussi au passage, bien sûr, c'était une sélection d'expériences qu'on avait à notre connaissance. Bien évidemment, on sait qu'il y a sûrement plein d'autres choses qui sont faites et que peut-être malheureusement nous n'avons pas encore porté à notre connaissance. Donc, encore une fois, c'est pour illustrer et valoriser au passage tout ce qui peut se faire, donner envie et partager aussi ces expériences avec ceux et celles qui voudraient s'en inspirer par la suite. Et on sait que vous les partagerez. Donc voilà, pendant ce temps, donc merci encore. Pendant ce temps-là, Anne a pu activer son micro et va nous parler de l'activité des bénévoles d'accompagnement et précisément surtout l'opportunité de l'intervention à domicile des bénévoles d'accompagnement. Eh bien, bonjour à tous, Anne Giquel. Donc moi je représente l'association Jalmalve Côte d'Armor. Notre force, c'est que effectivement, l'association est connue historiquement et avec nos expériences. La fédération a été créée en 1983 et Jalmalve Côte d'Armor en 1989. Donc effectivement, pour ce qui est de l'accompagnement à domicile, notre fédération nous donne des formations spécifiques qui permettent de réfléchir sur la perception de l'accompagnement, d'identifier les caractéristiques et les exigences qu'est l'accompagnement à domicile et d'adapter aussi les propres pratiques de nos accompagnements au contexte du domicile. Ce qui permet aussi de continuer l'accompagnement qui a été déjà fait en post-hospitalisation, puisqu'on accompagne dans 7 établissements du département. Et puis, donc, on connaît bien les structures. Nos bénévoles ont aussi un groupe de parole mensuel qui est obligatoire, mais qui permet aussi de pouvoir, je dirais, exprimer tout ce que l'on peut rencontrer comme aussi bien difficultés ou comme des choses super à partager. Voilà. Ça, en opportunité, ça correspond à un besoin réel des familles. On s'aperçoit que quand on va à domicile, malgré tout le tourbillon, je dirais, de soignants ou d'aides qui passent, on arrive toujours à choisir un moment où c'est calme et les familles apprécient vraiment et ça permet aussi à l'aidant d'avoir un petit peu de temps tout en restant à la maison, de pouvoir souffler. Voilà. Ce qu'on cherche, c'est qu'on veut développer cette communication sur le bénévolat d'accompagnement parce que effectivement, on a besoin de communication parce qu'on va retrouver après aussi dans les faiblesses que on est peu sollicité ou pas. Hein, peut-être que les équipes n'ont pas le réflexe. Alors il y en a oui, il y en a non. Donc on fait quand même des démarches d'aller rencontrer les équipes mobiles
et puis les unités de soins palliatifs. Et c'est vrai qu'on a quelques retours, mais je pense qu'on pourrait être beaucoup plus actif. Alors, on a des sollicitations par les familles, certaines familles, parce qu'ils nous croisent dans les couloirs et que bah, après, ils pensent à nous rappeler ou parce qu'ils ont eu bah, des échanges avec les bénévoles qui ont accompagné en structure et qu'effectivement, ils savent qu'ils peuvent faire appel à nous. Donc, il faut absolument qu'on arrive à communiquer sur l'activité du bénévolat dans les unités, ce qu'on arrive à faire. On fait aussi de la sensibilisation aux directives anticipées aux personnes de confiance et ça, on intervient au grand public dans les hôpitaux comme à Yves-le-Foll ou à Lamballe, ce qu'on a fait en début d'été. Et puis, il y a l'accompagnement et le soutien des bénévoles qui est fait par la formation continue. Donc, en point de vigilance, eh ben, il faut surtout penser que quand on va chez les personnes, on rentre vraiment dans leur intimité, on est chez eux. Et ce qu'il faut penser, c'est que ben, il faut rester honnête, c'est-à-dire que peut-être que tout le monde ne peut pas, on peut pas, tout le monde ne peut pas aller à domicile. Voilà. Et il faut rester prudent parce que c'est vrai que c'est un point de vigilance qui pour nous est très important. Et c'est pour ça que quand on va à domicile, en principe, alors on y va en binôme, on n'y va pas à deux, mais c'est une fois sur deux, c'est un bénévole différent. Voilà. Et puis, il faut qu'on arrive à fidéliser les bénévoles. Donc, effectivement, on est toujours en recherche de bénévolat, mais on reste aussi très ouvert et à la disposition pour nos accompagnements. Merci, j'espère que j'ai respecté le temps. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation réaliste. Et en rappelant bien, et tu l'as dit, mais on le souligne, qu'il s'agit bien, qu'on parle bien ici de bénévolat d'accompagnement. Hein, c'est important d'éviter toute confusion. Voilà, je sais que c'était important pour toi et pour tous les bénévoles d'accompagnement. Voilà, avec justement l'opportunité de saisir, comment dire, de solliciter, pardon, vraiment et d'associer les bénévoles dans les prises en charge au domicile avec toutes les mises en garde et les précautions que tu as citées. Donc, encore une fois, merci. Juste après, donc, on va évoquer avec Valérie Meroux l'accès à une aide et un appui des aidants aussi ô combien précieux à domicile, en complément bien sûr du soutien proposé par l'ensemble des autres structures, hein, HAD, Équipe Mobile, USP et toutes les autres. Avec donc cette présentation, donc Valérie, si ton micro est activé, tu as la parole, qui représente donc la plateforme de soutien et d'accompagnement des proches. Alors, normalement, ça doit fonctionner. Donc, tout d'abord, Très bien. merci de nous avoir conviés à présenter notre nouveau dispositif, puisqu'il a tout juste 2 ans d'existence, donc c'est encore un dispositif très jeune. Donc, je suis effectivement Valérie Meroux, je suis bénévole et je suis chargée du projet de la SOPSAPA, plateforme de soutien et d'accompagnement des proches aidants. Donc, cette plateforme est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle est gratuite et elle a été créée en lien avec un panel d'aidants, des professionnels des champs sanitaires, médico-social, de la formation, de l'ingénierie pédagogique, mais également d'experts dans le domaine de la fin de vie, afin de veiller tout simplement à la qualité, à la pertinence, mais aussi à l'accessibilité de nos contenus. C'est ainsi que sont nées 24 vidéos et des fiches ressources qui sont regroupées en fait autour de 6 thématiques. Alors pour faire très court, cela va du choc de l'annonce jusqu'au décès et au deuil, en passant à titre d'exemple par ce qu'est la phase terminale, les dispositifs législatifs existants, les aides ou encore les démarches administratives post-décès, sans oublier le don d'organes auquel nous sommes particulièrement sensibles. Chaque aidant peut ainsi tout simplement librement organiser son parcours d'information selon ses besoins et ses possibilités. Nous avons aussi veillé à ce que ces vidéos soient accessibles à tous en les faisant bénéficier d'un résumé illustré à la fin de chaque vidéo et d'une version sous-titrée pour les personnes malentendantes ou atteintes de surdité. Nous avons expérimenté ce dispositif pendant 2 ans, pendant lesquels nous avons pu tirer quelques enseignements, à savoir les faiblesses et les points de vigilance, qui s'articulent principalement autour de la difficulté de l'aidant soit à se reconnaître aidant, soit à se dégager du temps, ou encore dans une mauvaise maîtrise ou appréhension de l'outil numérique, sans parler bien évidemment des difficultés ou l'inégalité d'accès selon l'état du réseau Internet en fonction des zones géographiques.
Tout cela nous a conduit à réfléchir à des opportunités et aussi à des vigilances en termes de communication et en termes d'accès et d'approche auprès des aidants. Nous nous sommes dit que la formule pure numérique 100% n'était pas forcément unique à développer, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous travaillons avec beaucoup d'assiduité et nous serons prêts d'ici quelques semaines à mettre cela en place à travers 3 modularités effectives d'approche des aidants, soit au travers de la participation à des événements ou à des temps dédiés sur la fin de vie, en tenant des stands avec des outils de communication et des affiches qui vont susciter la parole, l'interrogation, l'échange, ou bien la mise en place de conférences autour de thématiques dédiées, personnes de confiance, directives anticipées, ce qui nous donnera l'opportunité de présenter l'APSAPA plus largement et d'accompagner sur Internet pour démontrer comment il est aisé de s'y connecter. Et puis également, sous forme d'ateliers thématiques dédiés en petits groupes et en présentiel, de façon à tenter de n'oublier personne et ne laisser personne sur le côté sur quelque chose qui est extrêmement compliqué que d'accompagner la fin de vie d'un proche. Autour de cela, nous avons l'opportunité également de faire un véritable maillage territorial, global et également de proximité. Nous y tenons largement et nous avons déjà commencé à le développer particulièrement sur notre territoire d'expérimentation premier qu'est l'Ille-et-Vilaine. Nous tenons à le développer plus largement à l'échelon de la Bretagne pour mettre en place soit des modules complémentaires, soit tout simplement ajuster les contenus existants et aussi les faire évoluer et les actualiser, ce qui fait partie de nos points de vigilance puisque ça nous demande un engagement quotidien. La loi évolue très vite, les choses sont parfois en évolution constante, que ce soit en termes d'enjeux de la filière ou d'enjeux sociétaux. Donc nous sommes vraiment là, à travers une veille juridique très précise, à toujours actualiser nos modules de façon à ce que nous ne soyons jamais obsolètes, ce qui est toujours un danger, et être au plus près de l'actualité pour les aidants qui sont concernés par l'accompagnement d'un proche. Pour faire très court, nous souhaitons, à travers également le réseau partenarial, co-construire avec vous et avec chacun des acteurs qui seront intéressés des modules complémentaires à destination soit des personnes qui sont plus éloignées, donc de tout citoyen qui ne sont pas en situation d'accompagnement, ou encore des professionnels de l'accompagnement, et notamment, je pense, au secteur du domicile et des aides à domicile. Donc, pour tout cela, vous l'avez bien compris, et je vais essayer de respecter le temps, donc je cours un petit peu après celui-ci. Notre volonté est avant tout d'informer, de faciliter la parole, la connaissance, l'information autour des trajectoires de fin de vie qui sont toujours individuelles et personnelles, afin que chacun puisse mieux comprendre et mieux agir au quotidien auprès de son proche, mais aussi se protéger, car sans les aidants, aujourd'hui, bien nombre de professionnels seraient en difficulté et nous ne pourrions pas accompagner au plus proche à domicile. Donc voilà en gros ce que je pouvais dire. J'espère avoir été relativement clair, sachant que nous bénéficions, et nous en sommes très heureux, des référencements sur des sites gouvernementaux et également du soutien de la CNSA, et qu'actuellement encore, l'ensemble de nos vidéos et fiches ressources sont retravaillées afin de gagner en process pédagogique et informatif. Voilà globalement ce que je pourrais vous dire sur cette communication que nous comptons relayer à travers vous également, si vous en êtes d'accord. Et pour cela, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nos références et nos coordonnées sont juste en bas de la slide. Et puis voilà, nous essayons au quotidien d'être au service des aidants et plus particulièrement des plus vulnérables d'entre nous. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Valérie et bien sûr d'où l'importance de votre participation à ce webinaire en présentant aussi votre expérience, en présentant vos coordonnées qui j'espère d'ailleurs seront aussi revues dans le replay. Donc bien sûr on se saisit tous de cette opportunité en rappelant quand même, et ce ne sont pas des vains mots, que sans aidants il n'y a pas vraiment de prise en charge à domicile, c'est clair, et que c'est important aussi de prendre soin de ceux qui secrètement souvent sont quand même la pierre angulaire de ces prises en charge à domicile. Alors, avant de laisser la parole à l'équipe de Douarnenez à propos des relations avec les professionnels de premier recours et les expériences de formation, on recite dans l'émission rapidement quand même les missions d'accompagnement du deuil, donc pour lequel là, il n'y a pas d'intermédiaire de retour d'expérience. Et puis l'importance également de mettre en place ces soutiens des professionnels. Là aussi, ce ne sont pas de vains mots. On prend bien soin des autres quand soi-même on va bien.
Voilà, et en soins palliatifs, on est quand même confronté à des situations difficiles, humainement impactantes et personnellement difficiles à vivre aussi. Donc c'est important, on s'occupe bien des autres quand on prend soin de soi. C'est ça. Et donc, on te laisse la parole maintenant, Alice, pour évoquer cette offre de formation hein, à l'attention des professionnels. Donc là, deux premiers cours et cette expérience que vous avez menée en Finistère Sud, dans la région de Douarnenez, avec l'importance de répondre aux besoins en particulier. Là, c'était les médecins généralistes, on sait qu'il y en a d'autres. Et en rappelant aussi au passage que cet axe de formation, il est important, qu'il est inscrit dans le PRS 23, qui va prochainement faire l'objet d'un groupe de travail régional auquel toutes les bonnes volontés qui nous entendent sont associées d'emblée. Voilà. Et, et puis, c'est tout. La parole à Anne-Lise pour ce retour d'expérience. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci de la sollicitation. Donc, Anne-Lise Grigiol-Caru, je suis médecin responsable de l'unité de soins palliatifs territoriale donc, du Sud Finistère, qui est la seule USP par chez nous. Juste pour placer le contexte un peu de ce qu'on a créé en formation en 2021, c'était un moment où on n'avait plus de réseau de soins palliatifs et plus d'expertise soins palliatifs au domicile. Donc, plus grand-chose pour les médecins libéraux, les généralistes, les médecins co-d'EHPAD. Et on était par ailleurs sollicités, nous, pour pas mal de formations pour les libéraux, les médecins, les paramédicaux. Et en gros, on avait des formations formalisées pour les paramédicaux et tout ce qui nous revenait, c'était toujours, bah oui, mais si les médecins ne sont pas formés, on n'avance pas. Et on avait en parallèle notre projet d'établissement sur l'hôpital de Douarnenez qui se questionnait un petit peu, qui était en cours d'écriture avec l'idée de peut-être proposer des rencontres, des formations communes entre les libéraux, les hospitaliers. Et en gros, on s'est dit avec mes collègues à l'USP, pourquoi pas, en gros, cocher toutes les cases et proposer des formations, ce qu'on a appelé ville-hôpital, spécifiques pour les médecins, sur un temps où on mélangerait les libéraux, les hospitaliers, les internes, parce qu'on avait aussi à former les internes, mais voilà, on peut pas former tout le monde et ne plus voir de patients, parce que c'est quand même le cœur de notre métier. Donc l'idée, c'était de mutualiser un petit peu tout ça, et c'est vrai que l'USP était quand même reconnue depuis quelques années en termes d'expertise, et on s'est dit pourquoi pas mener ça avec les médecins de l'USP. Et on a eu cette force de pouvoir travailler avec le DAC qui avait donc été constitué avec la fusion de tous les réseaux, qui avait encore une petite enveloppe financière de l'ancien réseau et qui nous a permis de vraiment de créer toute la logistique. C'est eux qui ont fait toutes les inscriptions, qui ont lancé les invitations à tout le monde, hein. Ils ont utilisé leur réseau par mail pour contacter tous les médecins libéraux, les pharmaciens. Vraiment, voilà, je remercie encore le DAC et à fournir la salle aussi pour pouvoir accueillir tout ce monde-là. Donc l'idée, c'était on a des soirées, c'est en soirée, hein, c'est de 20h à 22h, voire 22h30 en général, pour que les généralistes puissent venir après leur journée de travail. Et on convie donc tous ceux qui sont docteurs en pharmacie ou en médecine. Et les internes aussi en médecine sont sollicités via les CME des différentes structures, des différentes structures sanitaires. Et on a 4 thèmes qui tournent. Donc un thème sur le tabou des soins palliatifs, comment en parler, comment démystifier un petit peu ça, les acteurs qui peuvent être sollicités sur le terrain, les missions de chaque équipe, et la façon d'aborder en fait les questions de pronostic, c'est pas que de la fin de vie, tous les grands concepts des soins palliatifs. Et l'approche un peu psychologique aussi, face à l'agressivité, On a un thème douleur, vraiment spécifique que douleur, avec des trucs pratiques, des conseils pratico-pratiques sur la gestion des opiacés. Pareil, un autre thème sur les autres symptômes que la douleur, et avec des conseils pratico-pratiques, sans donner des protocoles et des procédures, parce que c'est pas un truc qu'on va donner et qui marchera sur tout le monde. On insiste bien là-dessus. C'est des pistes, des éléments, des choses importantes qu'on pense transmettre sur les traitements et autres, mais c'est pas des recettes, quoi.
Voilà. Et on a un thème législation où là, on va vraiment parler de collégialité, directive anticipée, personne de confiance et sur la sédation. Et c'est souvent celle-là qui dure un peu plus longtemps parce que ça part sur d'autres débats, mais c'est normal, c'est l'actualité. Voilà, donc en gros, depuis 2021, on a fait 17 sessions et on a eu 184 participants, dont 112 différents. Il y en a qui sont vraiment venus aux 4 sessions. C'est à peu près moitié-moitié entre libéraux et hospitaliers. On a eu pas mal de médecins coordinateurs aussi. Étonnamment, quelques pharmaciens de ville qui étaient vraiment hyper intéressés sur comment approcher ça, parce qu'ils avaient des familles ou des patients qui s'effondraient devant leur officine et ils avaient besoin d'avoir des choses un peu carrées sur ce qui est possible ou pas. On se rend compte qu'on se connaît mieux, on s'adresse mieux les gens, ils comprennent plus pourquoi des fois on dit non sur un adressage en USP parce que ça correspond pas à nos missions. Et le fait de s'être connu en face, on arrive à mieux réorienter et ils arrivent à mieux nous solliciter aussi pour des conseils téléphoniques, voilà, ou alors on réoriente vers des collègues, vers l'HAD, le DAC ou l'équipe mobile. Dans les faiblesses, forcément, ça touche que les médecins qui se sentent concernés et qui sont déjà un peu sensibilisés. Donc, en gros, c'est toujours un peu les mêmes qui vont nous solliciter et on touche pas les médecins qui devraient, selon nous, peut-être être un peu mieux formés ou sensibilisés. Mais ça, c'est le cas pour tous les thèmes de formation non obligatoires, bien sûr, c'est sur du volontariat. Ce qu'on constate depuis cette année, c'est un essoufflement des inscriptions. De ce fait-là, probablement parce que ceux qui étaient intéressés ont été formés et n'ont plus besoin. Et il faut aussi qu'on relance un peu les choses ou qu'on change peut-être un petit peu la communication. On a aussi un relais du DAC qui est sorti qui commence à sortir là, de cette organisation parce qu'il n'y a plus forcément, il y a plus le temps et les financements pour le faire, qui nous laissent quand même leur salle à disposition. Donc ça, c'est vraiment super, parce que c'est une salle beaucoup plus centrale que les Douarnenez. Et pour les médecins, c'est important d'avoir quelque chose de central ou pas très loin de Quimper. On n'a pas de certification Calliope ou autre, donc voilà, c'est probablement une faiblesse et on ne peut plus rémunérer les libéraux sur leur temps de présence le soir, parce qu'on n'a plus de financement. Donc peut-être que ça les freine aussi pour venir maintenant. La logistique, donc maintenant, est gérée par l'hôpital de Douarnenez, effectivement, qui a peut-être moins le réseau du DAC aussi pour relancer, faire les inscriptions, voilà, à moins peut-être ce carnet d'adresses-là, donc il faut qu'on retravaille là-dessus. Dans les questions qu'on se pose actuellement, c'est peut-être d'élargir aussi cette possibilité-là de formation aux infirmiers libéraux qui, selon le DAC, sont très demandeurs aussi d'avoir cette formation-là. Maintenant, est-ce que ce ne sera pas un frein pour les médecins, si on invite des infirmiers, parce que les médecins nous disaient vraiment que ce qui était bien, c'était d'être entre médecins et vraiment d'avoir des discussions thérapeutiques. Donc voilà, c'est une question, on n'a pas encore tranché, mais probablement qu'on va ouvrir, comme ça s'essouffle en termes d'inscription pour les médecins, pourquoi pas l'ouvrir. Voilà, et pourquoi pas dans ce cas-là faire un coportage qui ne soit plus uniquement sur les épaules des 2 médecins USP qui donnent ces formations-là, donc moi et ma collègue le docteur Grimaud. Voilà, pour pouvoir, et on en a parlé voilà, avec des médecins d'HAD notamment, pour avoir ce lien avec les libéraux et peut-être des choses pratico-pratiques sur la formation au PCA, par exemple. Enfin, voilà, de se saisir de ça pour faire autre chose, d'autres thèmes en tout cas. Voilà pour la présentation. Juste pour dire que c'est un peu lourd quand même pour les médecins quand tout tombe toujours sur les mêmes têtes. Donc, mais on voit vraiment que ça a un intérêt sur l'adressage. Maintenant, voilà, c'est possible, mais encore une fois, comme les autres projets, ça prend du temps et de l'investissement et voilà, faut arriver à relancer les choses quand ça s'essouffle un petit peu. Mais vraiment, on a vu un bénéfice sur la qualité de l'adressage à l'USP et aussi sur le suivi de nos patients en aval des hospitalisations. Enfin, vraiment, voilà, on ne peut que inciter à faire des formations pour les médecins. En général, ils sont preneurs. Voilà.
Merci beaucoup, Annelise, pour ta présentation et tes messages très, très réalistes sur effectivement cette vaste et interminable question de la formation, pilier des développements des compétences et de la qualité. J'entends encore un petit peu de bruit derrière. Euh, D'avoir aussi mis l'accent sur ces besoins de formation et peut-être aussi cette vigilance à distinguer les demandes et les besoins. Et puis aussi un point évoqué qui forcément nous fait réagir, enfin deux points. Peut-être ce premier, justement, encore une fois, par votre retour d'expérience, quand même, rappeler aussi l'intérêt peut-être de pouvoir euh, travailler ensemble, c'est aussi se former ensemble et peut-être des messages à développer en tenant compte des spécificités et des besoins de chacun. Et puis aussi ce point de vigilance que j'ai cru comprendre que tu disais aussi, c'est quand même que la formation, c'est du temps, de l'énergie et il y a plein d'acteurs qui en dispensent et que quand, encore une fois, quand on veut bien former, eh bien, il faut donc préserver ces ressources et les gérer au mieux. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour vos interventions. Et le dernier point, et le message aussi, un des messages clés à retenir, c'est d'évoquer justement cette lisibilité de l'offre à travers notre communication à tous par ces différents médias, ces différents formats. Et il nous semble en tout cas que la communication, c'est un mot-clé à retenir pour permettre à nous tous, c'est des retours qu'on a au quotidien du terrain, qui sont les structures qui sont les plus proches de nous, qu'il s'agisse des usagers, qu'il s'agisse des professionnels, à qui je peux appeler, à quel portail je peux m'adresser, consulter, etc. Et c'est l'occasion justement de donner ce message, de solliciter en fait l'ensemble à la fois des ressources locales, régionales, et aussi ces partenariats qu'on a notamment avec la FACS, les DAC, mais aussi la coordination bretonne, et puis au niveau national, comme ça a été évoqué, cette riche ressource qui est le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. Alors, comme on commence à manquer de temps, on va rapidement passer sur la définition des filières, hein, puisque de toute façon, ça ne serait que de la répétition, hein. Vous aviez bien compris le message sur les principes directeurs, hein, l'équité, la prise en compte des volontés, l'identification précoce des besoins, etc. Donc, on va rapidement vous montrer cette slide pour dire qu'une filière territoriale, c'est quoi? C'est un territoire, c'est une co-construction entre les acteurs, c'est aussi l'identification d'une gouvernance, un diagnostic et puis un projet territorial. Mais on reviendra un petit peu sur le sujet à la fin de la présentation. C'est ce que là, on veut vous présenter. Et le docteur Coste et Madame Cagnon auront vraiment la grande difficulté de faire très court. Enfin, parce on a deux territoires notamment qui sont au travail sur l'identification des filières. Donc, ils vont vous présenter leur méthodologie. Docteur Coste, si vous êtes là. Est-ce que vous m'entendez? C'est à vous. Oui. Oui, d'accord. Donc, Johan Coste, je suis médecin à l'EMSP de Lannion et je suis le coordinateur médical de la Fédération médicale interhospitalière du groupement des territoires Armor qui concerne grosso modo les 2 tiers nord-ouest des Côtes d'Armor avec les hôpitaux de Saint-Brieuc, Lamballe, Quintin, Guingamp, Tréguier, Paimpol, et donc les acteurs de ville qui vont avec, notamment les HAD et les DAC. Donc c'est un peu difficile de résumer un travail de 3-4 ans avec tous ces acteurs-là sur une slide comme ça. Donc c'est pour ça que c'est écrit un peu petit, je suis désolé. Je vais essayer d'aller vite et de respecter le temps. Du coup, pour plus de visibilité, en plus des notions de facteurs intrinsèques et extrinsèques pour différencier les forces et faiblesses d'une part, et opportunités et menaces d'autre part, j'ai intégré une notion de temporalité, on va dire passé et présent pour les forces et faiblesses, et puis futur pour opportunités et menaces, pour plus de visibilité. Pour bien comprendre aussi les points forts et les points faibles de la filière, c'est important de revenir sur l'historique parce que ça, il y a beaucoup de choses qui en découlent. Donc, notre première force, c'est quand même qu'on a tous les acteurs qui étaient déjà présents sur le territoire en termes de gradation de soins, que ce soit en intra ou en extra-hospitalier. Donc, ça, c'était déjà un point important. Ensuite, c'est quelque chose qui a été porté initialement par le groupement hospitalier de territoire sur la vocation, sur la volonté de faire un projet médico-soignant partagé du GHT et la création de filières par spécialité, dont la filière soins palliatifs. Donc, on nous a demandé de faire une filière médicale interhospitalière de soins palliatifs.
comme il y avait déjà des coopérations qui existaient, on ne voulait pas perdre ce qui existait déjà, notamment évidemment les liens entre les médicaux et les paramédicaux, puisque c'est une fédération médicale. Donc on voulait intégrer les paramédicaux et d'autre part, on ne voulait pas perdre les interactions avec les acteurs extra-hospitaliers et pouvoir les intégrer à ce travail-là, d'autre part, tout en conservant l'opportunité d'un travail vraiment intra-GHT, puisqu'on a des choses à travailler en intra, sans pour autant multiplier les structures et les réunions, sachant qu'il y a 2 tiers des acteurs qui auraient été dans les deux si on avait fait 2 structures un peu parallèles. Donc, pour ce faire, on a rédigé un règlement intérieur, une convention qui a été signée en 2022, qui sont effectives depuis janvier 2023. Et puis surtout, le deuxième point fort de la FMIH, après l'existence des différents niveaux de gradation de soins, c'est qu'on a fait un travail de diagnostic partagé avec une définition du territoire. Alors, c'est pas une masse à faire finalement. On a pris le parti au début de partir sur le territoire sanitaire 7, et puis finalement, d'un point de vue, on va dire, effectif, concret, on se rend compte qu'on peut élargir un petit peu en prenant 2 territoires de DAC qui sont sur ce territoire-là, qui débordent un petit peu du territoire 7, sachant que les 2 territoires de DAC correspondent quand même de façon concrète à des interactions qu'on vit au jour le jour. Donc il y a presque 2 sous-territoires dans ce territoire-là qui sont intéressants de traiter un peu indépendamment sur certaines choses, notamment les prises en charge cliniques. C'est-à-dire que c'est moins pertinent de rien. Des choses qui sont de l'ordre de la formation qu'on peut monter sur l'ensemble du territoire. Donc, voilà. Donc pour ça, on a aussi une étude démographique pour faire une espèce d'étude de l'adéquation entre les ressources et les besoins. Donc l'étude démographique, ça prend un peu de temps aussi. Et puis on a fait comme là un tableau force, faiblesse, opportunité, menace sur différents éléments. Ça va du pilotage à la gradation des soins en extra, en intra-hospitalier, sur la formation, sur l'information publique, etc. Ensuite, ça nous a permis de définir les différentes missions qu'on devait porter et de sélectionner dans ces différentes missions celles qu'on priorisait pour en faire un plan d'action, définir des groupes de travail auxquels on a accolé pour chacune d'entre elles un pilote, et puis de faire une synthèse en regard de ces différentes missions des besoins d'accompagnement qu'on avait identifiés pour avancer dans ces projets-là. Donc, on a fait un projet médico-soignant partagé qui a été finalisé fin 2023. Et puis, on a ajouté à ce travail des conventions donc avec les acteurs, les partenaires extra-GHT. Alors, comme vous voyez, comme c'est fin 2023, enfin courant 2023, la réflexion, c'est qu'elle avait débuté avant. Du coup, ça se télescope un petit peu avec l'arrivée de l'instruction de l'été 2023. Et donc, du coup, il y a certains éléments qu'on va devoir réajuster. Je reprendrai ça dans les menaces. Enfin, le troisième point fort, c'est l'organisation avec donc un trinôme coordinateur, donc médecin, un cadre paramédical et un cadre administratif. Ça me semble important de dire que le projet, il a vraiment décollé quand il n'y a plus qu'un seul médecin sur le projet, mais un cadre paramédical et un cadre administratif. Avant, c'était un peu compliqué à faire. Ensuite, il y a un conseil restreint qui ne concerne que les médecins de la FMIH, c'est pour pouvoir, du GHT, c'est pour pouvoir gérer des trucs intra-GHT, mais en pratique, c'est surtout un conseil élargi qui se réunit, qui retrouve tous les médecins, tous les médecins extra ou intra-GHT sont invités, ainsi que tous les paramédicaux. On ajoute à ça un collège paramédical et un collège des psychologues qui ont des travaux indépendants. Évidemment, des partenariats privilégiés qu'on a identifiés avec éventuellement des conventions, par exemple avec les HAD ou avec les cliniques. Et puis, pour animer tout ça, on va dire au quotidien, on a une pratique clinique, on a des staffs territoriaux tous les 15 jours, donc j'imagine que ça s'apparente au RCP, qu'on a parlé par exemple tout à l'heure. Donc, le diagnostic partagé, il a permis de mettre en évidence quelques faiblesses. Alors, les plus patentes, c'est que il y a même si tous les types d'équipes sont représentés, il y a des équipes entre les territoires, notamment la répartition des lits d'unités de soins palliatifs et des lits identifiés de soins palliatifs. Il y a certains territoires qui n'étaient pas couverts par des EMSP initialement, ce qui est corrigé maintenant, qui avaient des équipes qui étaient déficitaires au regard des besoins de la population, notamment au regard de la démographie. Et puis aussi, une difficulté, c'est que les territoires ils sont hétérogènes dans les différents types de structures, les habitudes qui ont été prises. Donc, et puis,
Voilà, donc les hétérogénéités, ça peut être des structures de nature différente, privées, publiques, associatives, et des coopérations qui sont différentes en fonction des structures qui sont présentes à tel ou tel endroit du territoire. Et puis aussi, au niveau du monde libéral, des hétérogénéités en termes de présence de médecins traitants, évidemment, de ressources aux aides de vie, etc. Le deuxième point faiblesse, c'est la mauvaise visibilité des ressources. Le rôle et répartition étaient et sont toujours pas très bien connus des différents intervenants, donc on doit vraiment travailler là-dessus pour avoir un petit Pardonnez-moi, monsieur, je suis vraiment, vraiment désolé. Est-ce que vous pourriez être un peu plus synthétique sur le reste de votre présentation? Merci beaucoup. On voit que beaucoup de personnes se déconnectent parce qu'effectivement, là, on déborde un peu beaucoup tout de même sur le timing que nous avions fixé. Merci beaucoup pour votre vigilance, monsieur. Au revoir. Du coup, où j'en étais comment dire? Je pense que la déconnexion, elle est quand même plus liée au fait qu'il y a beaucoup de retard pris au début que sur ma slide, mais bon, bref. Les autres inconvénients, c'est qu'il y avait quand même peu d'outils communs de formation ou de procédures communes et que il y avait des ressources humaines, techniques qui manquaient. Les différentes opportunités qu'on a identifiées, c'est les différents groupes de travail qu'on va pouvoir et qu'on a commencé à faire avancer. Il y en a 31 groupes de travail qui ont été identifiés, donc je vous laisserai lire la liste si ça vous intéresse pour aller plus vite. Et dans les menaces, c'est surtout des menaces évidemment sur les tensions RH, les tensions financières, et puis quand même des choses préoccupantes en termes en ville, en fait, avec des ressources qui sont très inconstantes, des déficits de soignants en première ligne, qui fait que on a beaucoup de patients qui n'ont pas de médecin traitant, qui n'ont pas de ressources aux aides de vie, etc. Donc, nous, on évolue dans un écosystème. Si la base de l'écosystème, elle n'est pas performante, c'est difficile d'arriver en soutien par-dessus. Les autres difficultés, ça va être la difficulté de faire vivre la FMIH finalement, parce que ça demande beaucoup de temps. Et donc, c'est difficile de maintenir un intéressement des différents acteurs au quotidien. Et enfin, le dernier point dans les menaces, c'est qu'on va devoir, on pourrait le voir comme une opportunité, s'il va falloir qu'on s'ajuste à l'instruction ministérielle. Alors, par exemple, les programmations précoces de soins palliatifs, c'est des choses qui se font concrètement déjà, mais qu'on n'a pas forcément formalisées. Et notamment, on fait beaucoup pour l'onco, mais pas forcément pour les autres disciplines, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Dr Coupet, je crois, qui parlait de gériatrie. Des consultations spécialisées soins palliatifs, HDC, c'est pareil, c'est des choses qu'on fait ponctuellement, mais ce n'est pas très bien formalisé. Les parcours ciblés, voilà, on a surtout nous ciblé dans nos travaux qui sont dans les opportunités, le parcours patient oncologie, mais assez peu les autres. L'appui territorial, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais on a des difficultés à le mettre en œuvre pour différentes raisons de ressources humaines et de financement, comme ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Et enfin, vous l'avez vu dans l'historique, c'est une organisation essentiellement hospitalo-centrée à l'origine. Donc, il va falloir qu'on se décentre encore plus pour collaborer de façon accrue avec les DAC, les libéraux, les CPTS. Voilà, j'en ai fini. Merci Johan, et encore pardon pour d'avoir bousculé tout ça. C'est vrai que c'est quand même pas logique dans ce monde, c'est toujours les derniers qui trinquent, mais c'est important qu'on puisse, on va dire, finir de donner aussi quelques messages importants qui vont suivre, notamment en termes de méthodo et de calendrier. Et en rappelant aussi, et pour l'avoir vu sur le terrain, on sait le gros travail que tu as fait et ce que ça fait de porter à bout de bras une FMIH et un projet comme ça a été le cas sur le territoire 7 et que ça continue. Donc encore bravo, merci. Une bonne source d'inspiration que vous pouvez reconsulter sur le replay juste après. Tout de suite, peut-être la parole donnée à deux voix, je crois, à Sabine Cagnon et Jean-François Corrade du DAC Nord-Finistère, aussi pour en collaboration avec l'équipe du CHU de Brest, et cet exemple aussi de méthodologie de projet, on va dire, à au moins deux voix.
Je vais essayer de faire très court et de tous les acteurs de la filière aussi sur les soins palliatifs du territoire Nord-Finistère, même si on porte la parole aujourd'hui. L'objectif, c'est vraiment de centrer sur la méthodologie de projet qu'on a engagée depuis juin 2023, c'est-à-dire la publication de l'instruction. La démarche de diagnostic territorial, elle est vraiment partie, puisqu'on en est à cette étape, de la mobilisation des acteurs du soin palliatif, notamment médicaux, sur le territoire, qui ont engagé plusieurs réunions pour déterminer un tableau de recueil des moyens existants par territoire, vraiment par pays et par thématique, pour pouvoir décrire finement le niveau de l'offre existant, le type de structure qui les porte, les acteurs concernés, quelle population ils couvrent, mais aussi les points forts, les axes d'amélioration et les moyens qui seraient nécessaires. Au bout de 3 réunions est apparue la nécessité quand même, donc le DAC était impliqué en tant qu'acteur, voilà, dans les soins palliatifs aussi. Au bout de ces 3 réunions est apparue la nécessité aussi d'avoir un appui administratif et notamment des directions générales pour porter le sujet aussi de cette structuration sur le territoire à un niveau stratégique. Et donc, on a eu 2 réunions en associant une représentation de la direction du CHU de Brest. Et puis ensuite, un certain nombre de rencontres pendant l'été qui nous ont pas mal mobilisés avec tous les établissements porteurs d'USP, d'équipes mobiles, de l'ISP qui avait également un SAU comme point d'entrée, des HAD, mais aussi quelques représentants des ESMS PAPH assimilés au domicile, des CPTS du territoire et puis des associations de bénévoles d'accompagnement en soins palliatifs. Si on peut passer à la slide suivante, je fais le plus rapidement possible. Nous, ce qu'on dégage pour l'instant dans notre méthode de diagnostic, c'est que en termes de force, au niveau des soins palliatifs, on a des acteurs qui se connaissent, qui travaillent ensemble, qui ont des réunions mensuelles, avec un territoire qui est quand même déjà doté en ressources, même si on perçoit des améliorations à mettre en place, et notamment à l'endroit de l'accompagnement au domicile, et puis des expériences qu'on puisse faire, par exemple, pendant la période Covid, de montage d'astreintes téléphoniques. Sur la méthodologie, je le disais, il y a une vraie volonté dans la phase de diagnostic de la partager d'entrée de jeu avec l'ensemble des acteurs et notamment les CPTS, les établissements du secteur médico-social qui sont des domiciles et les associations d'accompagnement. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment définir conjointement les orientations à porter. Donc, on est parti dans un premier temps de réunion entre médecins, soignants, et il y a aussi une volonté à un moment donné d'appuyer avec des acteurs plus institutionnels et administratifs qui ont aussi sur le territoire, et ça fait partie des forces qu'on a identifiées, cette culture de l'organisation de filière et aussi du consensus. Et voilà, on en a cité quelques-uns de travaux actuellement régionaux, mais il y en a d'autres sur notre territoire du Nord-Finistère. Je pense voilà, à la gestion des lits territoriales, à la filière gériatrique. Et puis, on a reçu aussi dans notre démarche l'appui de la coordination régionale de la CARESP et qui nous a permis de nous assurer qu'on allait dans le bon sens. Donc, c'est vrai qu'on a un territoire dynamique. Et puis, une des autres opportunités, c'est qu'on avait aussi, dans le même temps, des rencontres sur le lien entre la ville et l'hôpital, notamment autour des systèmes d'information et de la transmission d'informations ville-hôpital. On sait qu'à échéance de 5-6 ans, on a aussi l'opportunité d'un DPI commun sur l'ensemble du GHT. Et c'est vrai que ça, ce sont aussi des éléments qu'on inclut dans ces réflexions, notamment sur le partage d'informations qui reste aussi une des forces de la structuration et de la communication entre les acteurs. Donc vraiment une vraie volonté de construire une filière qui associe et qui ne soit pas uniquement hospitalo-centrée, mais qui associe d'entrée de jeu sur la définition des objectifs, la ville et les établissements médico-sociaux. On a quand même repéré un certain nombre de faiblesses. On est sur un territoire qui est quand même important à couvrir avec du rural, de l'urbain, des acteurs qui sont multiples et des statuts qui sont différents de l'ensemble des acteurs. Et puis des temporalités aussi qui peuvent être différentes et des priorités stratégiques, soit sur cette thématique, soit sur d'autres. Donc il y a un vrai enjeu d'arriver en plus du diagnostic et de se mettre d'accord sur le diagnostic, à aussi construire, et ça fait l'objet de nos réunions, une gouvernance qui soit suffisamment représentative avec
avec les bons niveaux dans les acteurs et dans les travaux qu'on va mener pour que les décisions puissent se prendre et puissent se prendre conjointement. Ce qui amène aussi au point de vigilance, et ça fait partie de cette culture aussi du consensus entre les établissements sur le territoire, c'est que d'entrée de jeu dans ces premières réunions, au-delà de la partie, au-delà du diagnostic vraiment des besoins sur le territoire, on a aussi commencé à poser des jalons dans les discussions, à la fois sur la gouvernance, à la fois aussi sur la priorisation qu'on devra avoir en fonction des projets qu'on pourra développer à l'issue de ce diagnostic sur les règles d'allocation des moyens. On sait aussi qu'au-delà des organisations de travail, c'est souvent le nerf de la guerre, et donc c'est des éléments qui nous ont semblé importants à poser d'entrée de jeu pour que la question ne se pose pas une fois le diagnostic établi et qu'on aura déposé éventuellement des dossiers de demande. Si les moyens accordés ont un écart important avec les ressources obtenues, il faut qu'on ait travaillé en amont vraiment les priorisations et donc éventuellement un calendrier de mise en œuvre à proposer. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans un schéma gagnant-gagnant avec des discussions qui ne sont pas toujours évidentes, y compris sur le terrain pour prioriser, mais c'est de bien identifier que c'est important de les avoir en amont pour pouvoir ensuite avoir plus de réactivité et puis de consensus dans les décisions qui seront prises. J'ai essayé de faire très court. Je laisse la parole à Jean-François Conrad et au docteur Borel du DAC et du CHU s'ils veulent éventuellement compléter. Vu la temporalité, on ne va pas compléter longtemps, mais sinon que pour souligner effectivement la richesse dès le départ d'associer aux soignants les directions. Et effectivement, je pense que d'emblée, ça permet de ne pas réfléchir dans le vide, mais d'être dans un opérationnel et d'associer l'administratif et les soignants. Il y a du sens au projet et du coup, il y aura aussi des moyens et des gens qui vont porter le projet. Et deuxièmement, d'associer effectivement la ville et l'hôpital, aussi bien dans l'animation et le pilotage et dans l'ouverture du monde, un filière soins palliatifs qui se connaît, à d'emblée l'ensemble du domicile, les CPTS, les bénévoles et l'ensemble des acteurs médico-sociaux, PA, PH aussi, et vulnérabilité. Donc je crois que là, vraiment, c'est un projet qui nous motive en tout cas. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez terminé. Si Marie-Laure voulait rajouter un petit mot, puisqu'on est en animation CHU DAC. Non, tout. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Tout est dit. Voilà, l'intérêt, c'est de développer évidemment l'activité et l'expertise au domicile, mais sans renoncer à l'activité intra-hospitalière, parce qu'on voit bien encore que les patients hospitalisés et les équipes ont toujours besoin de cette expertise clinique et puis de ces compétences éthiques, comme le disait le docteur Asif Toba. Merci. Merci beaucoup à vous pour toutes ces présentations riches sur lesquelles les acteurs pourront s'appuyer quand ils voudront mettre en place divers travaux sur leur territoire. Ce webinaire, ce n'est pas le temps zéro de nos réflexions sur les filières territoriales. Nous travaillons depuis de nombreux mois sur le sujet. Notre PRS en est aussi... J'ai plus de mots. La preuve. Merci, la preuve. Nous avons, vous l'avez compris, on a une filière territoriale dont la gouvernance est assurée par le COPIL de la CARESP, où tous les représentants siègent. Nous avons eu un groupe de travail avec des représentants de la CBSP, de la Fédération, de la FNEAD, des équipes mobiles, des USP, des médecins généralistes, de l'équipe ressources de soins palliatifs pédiatriques pour justement travailler sur la mise en œuvre concrète des filières territoriales. Pour prendre le temps l'ARS organise une campagne de reconnaissance des filières de soins palliatifs, c'est-à-dire que sur la base d'un cahier des charges et sur le diagnostic qu'on vous a présenté tout à l'heure, il est attendu, mais vous l'avez compris, que les acteurs doivent se réunir pour construire un projet de territoire. Donc, l'ensemble des acteurs intéressés ou devrions être intéressés par le sujet sont invités à se réunir pour pouvoir partager et co-construire un projet. Il est ciblé plutôt 7 filières sur la région, les territoires de la démocratie en santé. À la marge, vous pouvez nous faire des propositions pour lesquelles on travaillera avec vous. Et évidemment, l'ensemble de la région doit être couvert. Zéro zone blanche sur la région.
La filière, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps, hein. Ça doit être un territoire qui doit favoriser la mise en place d'espaces réservés aux interactions entre les acteurs et aux démarches innovantes. Alors pour ce faire, pour être reconnue, la filière va déposer un dossier de candidature auprès de l'ARS, un dossier de reconnaissance, qui devra être composé d'une fiche d'identité, d'un diagnostic, d'une analyse de ce diagnostic et d'un projet territorial avec l'identification d'un plan d'action pour lequel vous aurez priorisé les actions. Aussi, la filière pourra faire une demande de moyens auprès de l'ARS pour justement aider les filières à remplir les missions identifiées dans le cahier des charges. Rapidement, le calendrier. Cet après-midi, aujourd'hui, on lance officiellement cette campagne. Nous attendons les dossiers pour le 14 février prochain. La directrice générale de l'agence prendra décision de reconnaître les filières en juin 2025 et la première notification des moyens devrait intervenir en juillet. Entre aujourd'hui et le 14 février, l'ARS et la CARESP sont là avec vous pour vous accompagner dans ces projets. Et quand je dis l'ARS, c'est bien évidemment mes collègues de direction départementale et puis nous au siège, puis bon, toute l'équipe de la CARES pour vous soutenir, vous conseiller, nous pour arbitrer si besoin, et puis la CARESP aussi pour vous aider dans la mise en relation et ressources documentaires. Pour conclure, peut-être. Oui, peut-être quelques. Alors, d'abord, on a vu quelques questions apparaître dans le chat. Alors, notamment, enfin voilà, une question sur la place et le rôle des dispositifs d'appui à la coordination territoriale. Et je remercie beaucoup Mme Sarafinoff qui a répondu dans le chat, ainsi que M. Conrad qui a aussi apporté sa porte. Donc, vous avez deux éclairages. Effectivement, on va dire comment ça s'inscrit dans le cadre des orientations nationales. Et puis, merci aussi à M. Conrad pour, effectivement, on va dire, pour avoir donné son analyse, son point de vue avec une heure un peu plus locale. Une deuxième question qui portait sur les maisons de fin de vie et d'accompagnement. Nous sommes portés, l'ARS Bretagne, la région Bretagne s'est portée candidate pour pouvoir participer à l'expérimentation de ce dispositif qui a été prévu par un texte, donc l'encre est à peine sèche, c'est la loi Bien Vieillir qui a été adoptée cet été. On participe à la rédaction du cahier des charges national. On reviendra vers vous, effectivement, dès lors qu'on aura des éléments un peu plus consistants que les simples termes qui sont précisés dans la loi. Donc voilà, effectivement, on va dire les deux questions qui émergeaient à titre principal, on va dire, sur le chat. Et bien sûr, comme vous l'indiquez Chloé Berger à l'instant, n'hésitez surtout pas à nous revenir auprès de la CARESP ou auprès des équipes de l'ARS, poser toute autre question. Soit nous serons en capacité de pouvoir apporter une réponse, sans doute la plupart du temps, j'ose espérer. Et sinon, bien sûr, on se permettra de solliciter les différents partenaires, le Centre national qu'on a évoqué tout à l'heure, les REB, etc., ou même voir une filière territoriale dont vous pensez qu'une expérience pratique peut être une source d'inspiration qui vous serait utile dans la conduite des travaux qui aboutiront, comme vous le savez maintenant, à l'été prochain. Je vous remercie toutes et tous pour votre disponibilité. Je crois qu'on voit d'ailleurs dans les messages des collègues qui nous ont quittés, qu'il y a eu un certain intérêt en tout cas pour les différentes présentations. Moi, je retiens en tout cas à la fois effectivement, on va dire, des éléments qui ont été partagés par les différents partenaires dans les présentations, et puis aussi des retours terrain, des retours d'expérience qui ont pu aussi être formalisés dans le cadre de ces tableaux SWOT, avec force, faiblesse, menace, etc., qu'on a visé juste sur les différents enjeux qui sont associés. D'abord, c'est le choix qui doit bien sûr reposer sur la personne, de son mode d'accompagnement, et donc d'être en capacité de pouvoir proposer des démarches, d'aller vers la personne au plus près des différents lieux de vie, que ce soit en EHPAD, que ce soit effectivement au domicile. Que tout cela, la réussite, ça sera la coopération des acteurs. Et on voit, d'ailleurs, on a pu voir dans différentes expériences locales, que ce sont des prises de parole à plusieurs voix ou à plusieurs mains. Et c'est un peu le sens, effectivement, on va dire, des dynamiques qu'on va pouvoir retrouver dans les territoires. Faciliter, favoriser, bien sûr, les accompagnements à domicile. Il faudra aussi, et c'est tout le sens de ces filières territoriales, proposer un appui territorial avec chacun dans son rôle, la CARESP, l'ARS et puis bien sûr la filière de soins palliatifs territoriales.
très important, effectivement, que les équipes puissent anticiper. Vous avez vu dans la vidéo le témoignage de cette infirmière qui indiquait que c'était très important pour elle de pouvoir mieux se préparer au mieux vis-à-vis de la personne accompagnée, d'avoir ce repérage précoce, et puis être aussi en capacité de réagir urgemment et puissamment, parce que malheureusement, on connaît des évolutions des états de santé qui malheureusement ne permettent pas d'être anticipés. Et donc ça, ce qui n'est pas, on sait très bien que ce qui n'est pas préparé n'est pas toujours bien fait. Donc des plans d'urgence territoriaux pour pouvoir traiter ces urgences palliatives, c'est très important. Et puis, par égard pour le patient, par égard pour la personne accompagnée, par égard pour les personnes qui les accompagnent, ben, avoir une offre la plus visible possible. Ça sera très, très important, effectivement, qu'on puisse avoir des supports d'information et de communication qui vont permettre aux professionnels de santé, qui sont aussi celles et ceux qui accompagnent les familles et les patients, et puis aux personnes directement, aux personnes concernées elles-mêmes, d'avoir rapidement accès à l'information qui leur est nécessaire. Encore une fois, merci à tous les partenaires qui se sont mobilisés. Je n'hésiterai pas tous, je l'ai fait en propos introductif, donc au regard effectivement du timing, vous n'en voudrez pas effectivement de jeter un voile pudique, mais vous savez qu'on a été très, très, très nombreux à y participer. Merci encore une fois aux équipes de l'ARS et de la CARESP pour leur mobilisation aux côtés des partenaires et pour l'accompagnement que nous allons proposer à la bonne conduite des projets. Je vous remercie encore une fois pour votre participation. À très bientôt. Donc, vous allez pouvoir avoir accès effectivement sur notre site internet, sur le replay. On va vous transmettre les documents et bien sûr à votre service pour toutes les démarches que vous allez pouvoir développer. Peut-être par avance un très bon week-end. Au revoir. Au revoir, Émilie.